Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le thème ça va être l'hyperkaliémie et avant d'aller plus loin, je tenais à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça me fait vraiment plaisir, j'espère bien sûr que toutes ces vidéos vous aident. Alors on est parti. Alors l'hyperkaliémie, eh bien, on va voir que c'est d'une part très fréquent et c'est une pathologie qui des fois met du temps à être reconnue alors qu'il faut agir vite. On va voir la définition, les signes cliniques, les signes de gravité, surtout extrêmement important avec la prise en charge, c'est surtout vraiment ça, hein, le plus important, on va dire, de ce topo. Quelques étiologies à ne pas méconnaître et l'orientation du patient pour la suite. Alors la définition, elle est simple. Rappelez-vous, comme l'hypocalémie, le taux plasmatique ne reflète pas le taux intracellulaire, là où l'ion, le potassium, est majoritaire dans la cellule. Et la définition communément utilisée, d'après la courbe, la gaussienne, la fameuse, eh bien, le potassium est trop élevé quand il dépasse 5,5 millimoles par litre. Donc le moyen le plus rapide, c'est de faire une gazométrie, qu'elle soit veineuse ou artérielle, il n'y a quasiment pas de différence. Il n'y a pas de différence entre le dosage veineux et le dosage artériel. Et donc c'est accessible très facilement aux urgences avec une machine qui permet d'avoir leurs résultats en même pas 5 minutes. Les signes cliniques, est-ce que c'est important de les connaître? Eh bien, on va tout de suite le voir, c'est bullshit, pour être très rapide. Puisqu'en fait, bon, c'est principalement des troubles du rythme, mais quand ça arrive, c'est déjà trop tard. Il peut y avoir des paresthésies, des parésies, des paralysies, des choses un peu compliquées, l'hémodynamique qui peut être instable, tout ça, c'est très tardif. Et on a déjà du retard, et beaucoup trop de retard, si on attend les signes cliniques. Donc retenez que l'hypercalémie, bah, il n'y a pas de signes cliniques, comme ça au moins vous ne vous ferez pas avoir. Bon, ça c'est fait, maintenant on va voir la majeure partie, la partie la plus importante de ce topo, ce qui va concerner les signes de gravité. Donc concernant les signes de gravité, je ne vais pas vous déballer tout ça comme une longue liste, je vais vous donner un moyen mémotechnique pour tous les retenir. Et bien si vous connaissez l'alphabet, vous les connaissez tous, c'est A, B, C, D, E, F, G, H. Donc le premier, c'est pour l'acidose, c'est un signe de gravité que vous pouvez avoir rapidement avec la gazométrie. Par contre, faites le dosage plutôt en artériel, il y a quelques modifications de prise en charge, entre 2 et 3 de modification de prise en charge jusqu'à 5 quand, il y a une modification due aux modifications du pH entre la veine et l'artère. On va voir après tout ce qui est bloc B bizarre bifide. Je parle bien sûr de l'ECG, hein, il faut un moyen pour que ça colle avec cette liste d'alphabet. Donc j'ai pas mis le CG pour le E. Par contre, il faut effectivement avoir en tête qu'il y a beaucoup de modifications au niveau de l'électrocardiogramme et on va s'attarder un petit peu plus par la suite avec ça. Donc il y a aussi des modifications et une importance de gravité quand ça touche un cœur pathologique avec une cardiopathie sous-jacente et quand il y a des toxiques en jeu, comme, retenez-le, très important, les digitaliques, donc digoxine, hémigoxine, etc., et d'autres antiarythmiques. En présence d'un pacemaker, il peut y avoir tout d'abord un élargissement des QRS, puisque ça va ralentir la dépolarisation, et il peut y avoir un défaut de capture du pacemaker, et donc en fait on n'a pas de contraction, puisque le seuil de détection du pacemaker est abaissé à cause de la kaliémie, et ce seuil c'est à peu près 7 en général. Donc un patient qui a un pacemaker avec une kaliémie à 7,5, bah, parfois il peut avoir un rythme qui n'est pas celui qui est prévu par le pacemaker. En cas de défibrillateur, s'il y a un DAI, ben à ce moment-là, il peut y avoir des ondes qui sont anormalement détectées comme venant du ventricule. Et donc, comme le défibrillateur est conçu pour choquer quand il y a une suspicion de TV, et bien le patient il peut recevoir des chocs qui sont totalement inappropriés.
Voilà, donc comme ça, vous saurez un petit peu ce qu'il faut savoir pour la partie cardiopathie et toxique. Le déficit musculaire, ça comprend surtout cette fameuse paralysie flasque qui apparaît de manière plus ou moins brutale après quelques parésies de plusieurs jours. Ça, c'est la conséquence d'une insuffisance rénale aiguë qui est signe d'un pré-arrêt cardiaque. Donc c'est un signe de gravité, peut-on dire, tout de même, avec souvent des calémies aux alentours de 9. Et donc c'est une pathologie qui est quand même rare, heureusement, mais qui est extrêmement grave. L'état de choc, pour le E et F, j'ai pas trouvé mieux que Fast Installation, avec mon anglais que vous apprécierez bien sûr. La grandeur pour le G, 7, à partir de 7 millimoles, c'est quand même un seuil assez conséquent. Et le H, c'est pour l'hypocalcémie associée à l'hypomagnésémie, qui peuvent être des signes de gravité par ailleurs. Et vous l'aurez au dosage du bilan biologique. Donc, regardez l'état clinique du patient, les paramètres, bien sûr, vous les aurez pris, donc vous aurez l'état de choc. La durée d'installation, ça va être compliqué à savoir. Et avec le bilan bio, les antécédents et le CG, bah, vous aurez globalement tout pour les signes de gravité. Et donc on va voir, je ne vais pas vous laisser sans développer la partie la plus importante sur le CG, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent très bien et vont me dire oui, c'est l'onde T qui est modifiée tout d'abord. Alors oui, effectivement, vous avez raison. Les modifications de l'onde T, eh bien, ce sont les premières qui apparaissent. Ce sont les premières et ça touche la repolarisation. Mais, et c'est surtout ça le plus important, ça n'altère pas l'hémodynamique du patient. La repolarisation, ça n'altère pas l'hémodynamique du patient. Donc, normalement, l'utilisation d'un cardioprotecteur, c'est pas indiqué. Et on va voir quel cardioprotecteur je parle. Et on parle en général, ça veut dire que empiriquement, normalement, il ne faudrait pas utiliser le gluconate de calcium. Donc je viens vous donner le nom d'un des cardioprotecteurs. Il ne faudrait pas l'utiliser quand il y a juste une modification de l'onde T, puisqu'en fait ça agit, le gluconate de calcium, sur la dépolarisation et pas sur la repolarisation. Bref, donc l'onde T peut être ample et pointue, surtout en V2, V3, V4. L'onde T peut être symétrique, en toit de tente, comme vous voyez sur le CG, et il peut y avoir des inversions d'onde T. Bref, il y a le choix. Et donc par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir en fait une disparition de l'onde T, puisqu'il va y avoir une paralysie atriale. En fait, je vous ai parlé de cette fameuse altération de la dépolarisation, et bien c'est surtout ça qui va survenir par la suite, une dépolarisation auriculaire qui est fortement altérée, qui est très ralentie. Vous voyez qu'à un moment donné, eh ben, l'onde P va se décaler en même temps dans le QRS. Donc on a l'impression que c'est absent ou qu'il y a peut-être comme un début d'onde delta, on pourrait croire un faisceau accessoire, puis après il y a une onde P qui devient rétrograde, puis après il y a même une double dépolarisation, activation qui peut survenir, et puis après carrément une paralysie atriale complète, même si, petite information, l'absence d'onde P, détectée en surface par l'électrocardiogramme, c'est différent de la détection endocavitaire. Il y a bien une petite dépolarisation qui persiste, mais en fait elle est tellement infime que ça ne permet pas la détection superficielle. Par la suite, les gros blocs, BAV2, BAV3, etc., tout ça, ça survient pour des calémies un peu plus importantes, entre 7 et 10, donc il y a une médiane à 8 chez le modèle animal. Bref, des ESV, puis des élargissements du QRS, avec au maximum une pseudo-fusion avec l'onde T, et donc on obtient cet aspect un peu sinusoïde, qui est extrêmement grave, puisque là on a un tracé qui peut nous faire évoquer une TV, mais ce n'est pas une TV, et c'est souvent, ça annonce une asystolie, donc attention quand vous voyez ce genre de choses, c'est extrêmement grave. Voilà, comme ça vous savez tout sur l'électrocardiogramme. L'onde T, effectivement, ça commence à agir sur la repolarisation, mais la dépolarisation est préservée encore. Ouf, l'onde P est intègre, ça va. Par contre, il va falloir quand même agir avant d'avoir une modification de l'onde P, puis du QRS, l'aspect sinusoïde et la systolie. Revenons donc
à notre diagramme de base et nous arrivons à la prise en charge. Et donc pour la prise en charge, il y a trois grandes cases, entre guillemets si je peux expliquer les choses. La première, c'est la protection cardiaque, puisque le reste, on s'en moque, on a beau avoir une calémie normale, si le cœur est arrêté, ça ne sert à pas grand-chose. Donc le premier, c'est la protection cardiaque. Je vous l'ai expliqué juste avant, puisque c'est surtout la dépolarisation qui va poser problème. Eh bien, empiriquement, normalement, il faudrait l'utiliser uniquement si il y a une atteinte de l'onde P et ou un élargissement du QRS. Normalement, c'est ça, mais on le donne quand même assez précocement dès qu'il y a la moindre modification, même de la repolarisation. Donc qu'est-ce qu'on donne? Eh bien, on peut donner deux choses. On peut donner soit du sel de calcium en nivellante, soit du gluconate, soit du chlorure de calcium. C'est la même dose, c'est en nivellant, hein, donc on le pose tout simplement. Enfin, on demande à l'infirmier, l'infirmière de l'instiller. Donc ça agit assez rapidement, hein, en 1 minute, et ça dure en moyenne entre 30 et 60 minutes. Par contre, sachez que c'est un produit qui est très très toxique, qui peut provoquer des nécroses cutanées, et donc il faut une bonne voie veineuse, et l'utilisation du gluconate de calcium est préférée aux urgences par rapport au chlorure de calcium. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gluconate de calcium est 3 fois moins concentré en calcium que le chlorure de calcium. Ça agit aussi efficacement, mais s'il y a une extravasation du produit, la nécrose est plus importante avec du chlorure qu'avec du gluconate de calcium. C'est tout simplement pour ça. Bref. Alors là, vous allez me dire, oui, de sulfate de magnésium, c'est bizarre ça. En fait, on ne peut pas donner du sulfate, du sel de calcium, pardon, s'il y a une intoxication à la digoxine. Et c'est très important, parce que ça peut arriver. S'il y a une intoxication à la digoxine, la calémie peut augmenter, et donc il faut quand même protéger le cœur. Et on ne donne surtout pas, c'est contre-indiqué, du sel de calcium, puisque la calcémie va déjà être augmentée à cause du blocage de la pompe NACA-ATPase due à l'intoxication aux digoxines. Et donc le moyen de protéger le cœur, c'est le sel de magnésium. Alors comment on donne ça? C'est simple, un bolus en 60 secondes, donc en 1 minute. On fait notre bolus, 4 grammes, puis après, au pouce seringue, 10 grammes en 24 heures. Alors c'est à garder en tête, c'est des situations qui sont heureusement rares, mais il ne faut surtout pas donner de sel de calcium, parce que sinon ça précipite les troubles de dépolarisation, et là on a un blocage complet, et là c'est la cata. Bon, maintenant on va faire rentrer le potassium. Comment on va faire pour faire rentrer le potassium dans la cellule? Et bien on a deux molécules pour ça. Nous avons, les premiers sont les bêta-2 mimétiques, et pas les bêta-bloquants, que sont surtout, par exemple, le salbutamol en aérosol. On peut l'utiliser en IV, je vous donne la dose, c'est 0,3 mg à peu près pour 60 kg, 70 kg. Par contre, le plus utilisé, le plus fréquemment, c'est en aérosol. Donc c'est 5 à 10 mg, c'est-à-dire que c'est 1 à 2 doses habituelles. C'est quand même important, et certains protocoles préconisent même 20 mg. Vous voyez. Et en fait, le gain espéré, c'est entre 0,6 et 1 millimol par litre par 10 mg. Alors l'effet maximal, hein, c'est un peu long quand même, c'est au bout de 90 minutes. Vous voyez qu'il faut 1 heure et demie pour que ça agisse à peu près au maximum, hein, de son effet, les bêta-2. L'insuline glucose, et bien là, on utilise par exemple un protocole 10 unités dans 500 ml de G10 en 10 minutes. Moi j'aime bien celui-là parce que ça me rappelle plusieurs fois le 10, donc 10 unités dans 500 de G10, 10 minutes, et pareil, le gain espéré est à peu près similaire, entre 0,6 et 1 millimol par litre, par utilisation de ce protocole. L'effet maximal un peu plus tôt, entre 30 et 60 minutes. Rappelez-vous aussi par exemple qu'il faut limiter le jeûne chez les patients insuffisants rénaux chroniques, parce que l'insulinopénie, c'est pareil, ça va faire augmenter la calémie. Le bicarbonate de sodium, par exemple 4,2%, ce n'est à utiliser que s'il y a une acidose métabolique sévère et une insuffisance rénale aiguë. Bon, c'est des situations relativement rares que l'on n'utilise pas et qui sont plus dans les protocoles, d'ailleurs c'est plus recommandé. Mais il y a certains cas où effectivement on peut le discuter, donc je le mets en vert clair puisque c'est
beaucoup moins fréquemment utilisé. Et enfin, pour éliminer le potassium, si on ne peut pas le faire rentrer dans la cellule ou si on ne peut pas faire autre chose, on peut utiliser soit des résines échangeuses d'ions, donc on va troquer, entre guillemets, hein, un potassium contre un Na au niveau du tube digestif, donc c'est Péros, on va donner ces sels, par exemple du K-hexalate, pour donner un nom, entre 10 et 30 grammes, donc c'est des cuillères mesure, hein, 1 à 2, qui sont très très mauvais tout de même. L'effet maximal, c'est à peu près à H4. Le gain, vous voyez, globalement, entre 0,5 et 1 millimol, mais par 24 heures, donc c'est long, hein, c'est beaucoup plus long, c'est pas aussi rapide que l'insuline glucose. L'hémodialyse, la dialyse péritonéale. Donc là, on peut avoir un effet maximal de 1,6 millimol par heure au maximum, hein, faut pas non plus corriger trop rapidement. Et je vous ai mis aussi un peu plus clair, puisque beaucoup moins utilisé, les diurétiques de l'anse ou thiazidiques. Par exemple du furosémide 40 mg IVD, s'il y a des signes de surcharge, ne le donnez pas en premier. Ce n'est pas du tout ça les vraies recommandations, hein. C'est protection cardiaque, première chose à faire. Et après, on peut utiliser donc le salbutamol, bien sûr, insuline glucose, le K-hexalate s'il y a besoin, et l'hémodialyse si vraiment il y a une catastrophe, ou si le patient est dialysé. Et gardez en tête qu'on peut utiliser une nouvelle fois l'insuline glucose si ça ne marche pas, et encore une fois le salbutamol si ça ne fonctionne pas. Comme le sel de calcium, on peut réitérer une autre dose par la suite. Voilà, donc la prise en charge est un petit peu longue, mais c'est important de s'attarder sur les indications et comment on administre un petit peu tout ça. On va voir les étiologies maintenant. Alors pour les étiologies, on va faire simple. La première chose, c'est quand vous avez une calémie qui est augmentée, comme pour toute mesure que l'on fait en médecine d'ailleurs, ou dans plein de domaines, il faut s'assurer que notre mesure est correcte et ne soit pas artefactée, ne soit pas due à un défaut de l'appareillage. Eh bien, une pseudo-hypercalémie peut expliquer notre résultat qui semble augmenter, hein, de 0,4, c'est le seuil à partir duquel on part d'une pseudo-hypercalémie. Ça, c'est dû à l'hémolyse des tubes, par exemple, que je vous ai dit que le potassium il était en intracellulaire. Ça, c'est quand il y a une manipulation ou alors un garrot trop serré, même si des fois le laboratoire euh, peut donner des résultats un peu trop fréquents, ce qui peut agacer les infirmiers et infirmières. Bref, les cas de thrombocytose, de leucocytose extrême. Donc il faut voir s'il n'y a pas des antécédents de leucémie, par exemple, qui pourraient expliquer cette pseudo-hypercalémie. Je ne développerai pas les apports de calcium, regardez les prescriptions, les antécédents bien sûr. On va regarder un petit peu ce qui va concerner surtout l'augmentation du stock et l'absence d'augmentation du stock de potassium, pardon. À pas confondre, hein, c'est pas pareil les deux. Alors, pour faire la part des choses, il va falloir regarder les urines. Est-ce que la caliurie est basse? À ce moment-là, c'est le stock qui est augmenté. Ou est-ce que la caliurie est augmentée ou normale à plus de 10 millimoles par litre? Eh bien, à ce moment-là, il n'y aura pas d'augmentation du stock et on va développer un peu les deux. Le dernier, c'est la paralysie périodique. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Donc, en cas d'augmentation du stock, eh bien là, il va falloir évoquer plusieurs pathologies. L'une des premières, ça va être l'insuffisance rénale. Ça, c'est très très important. Toujours regarder le chiffre de la créate. Le chiffre de la créate. Avec un DFG estimé, en cas d'hypovolémie plus ou moins relative, il peut y avoir effectivement une augmentation du stock, avec une caliurie qui va être abaissée de ce fait-là. L'hypocorticisme, que ce soit à cause d'une insuffisance surrénalienne aiguë. Alors là, on aura un tableau que vous connaissez certainement d'hypercalémie avec une hyponatrémie, une hypoglycémie et des signes de déshydratation avec une tension qui est quand même très basse. Alors là, il faudra effectivement l'évoquer quand on aura une hyponatrémie associée à l'hypercalémie, très important tout de même. Après, il y a tout ce qui va concerner l'aldostérone, donc l'hypoaldostéronémie primaire ou secondaire, diabète, prise de médicaments, IEC, RA2, les héparines, pensez-y tout de même, trimétoprime, voilà, certains médicaments anti-infectieux, bref, il y a de quoi faire. Et là, il y a Trogénie, bien sûr, les épargneurs de potassium, donc spironolactone. Ça va être surtout les prescriptions pour les patients cirrhotiques, par exemple, amyloride, canrénone, bref. Leur demi-vie d'action, hein, c'est entre 24 et 48 heures, donc forcément, on a beau l'arrêter, ils agissent quand même encore un petit peu.
Et maintenant, on va retourner avec les étiologies où il y a une absence d'augmentation du stock, donc la caliurie est préservée, hein. Le rein essaye d'éliminer quand même le potassium. Dans quel cas? Eh bien, dans ce cas-là, c'est une hypercalémie pardon, de transfert. Il y a une erreur sur l'image, c'est une hypercalémie. Alors, c'est dû à une acidose métabolique, par exemple. Et là, il faudra étayer toutes les causes d'hypercalémie. S'il y a une lyse cellulaire, très important à rechercher. Alors la rhabdomyolyse, si elle est massive, oui, on pourra faire le dosage des CPK, mais il y a le contexte aussi qui nous évoque tout ça, hein. Bien sûr, si c'est un patient qui est retrouvé sous les décombres, une brûlure grave, donc les brûlés graves, une cause tumorale ou les chimiothérapies par exemple, certaines causes iatrogènes, donc je vous ai parlé euh, des bêta-bloquants. Oui, les bêta-bloquants majeurs peuvent provoquer, quand majeur, quand il y a une prise importante, hein, peuvent donner effectivement une hypercalémie. Les digitaliques surtout, gardez-le en tête, parce que là, il y a un traitement particulier. Allez voir sur la chaîne hein, le topo cardiotoxique à la fin du topo, j'en parle. C'est les anticorps qu'il faut absolument mettre le plus rapidement possible. Et ce curare, la succinylcholine, où il va falloir se méfier hein, parce que ça contre-indique formellement l'utilisation de la succinylcholine quand il y a une hypercalémie. Et bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va libérer le stock intracellulaire de potassium et là, la calémie monte en flèche au bout de 10 à 15 minutes après l'induction en séquence rapide, après la curarisation, et là c'est l'arrêt cardiaque, l'hyperthermie majeure et l'hyperosmolarité avec tout ce qui va être mannitol, hyperglycémie, etc. Donc, vous aurez toutes ces étiologies principalement avec l'interrogatoire et la prise de sang. Et donc, une dernière chose, eh ben, c'est l'orientation du patient. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, ça va être suivant la valeur de la calémie et s'il y a des signes ou pas à l'électrocardiogramme, vous l'aurez compris, avec les antécédents. De 5,5 à 6,5. Alors des fois les chiffres peuvent faire peur. Si c'est isolé, qu'il n'y a pas de facteur de risque, qu'il n'y a pas de digital, par exemple, entre autres, hein, que la créate est correcte, bon, c'est pas forcément scopé, il n'y a pas besoin de trop s'exciter, on traite, voilà. Et s'il n'y a pas de signe ECG, c'est pas la peine de faire de grands mouvements de foule. Par contre, quand on arrive à 7 millimol par litre et que c'est isolé, qu'il n'y a rien d'autre, pas de signe ECG, ce qui est quand même relativement rare, on scope quand même le patient et surveillance en soins continus jusqu'à ce que ce soit abaissé, normalisé. Quand il y a vraiment des grosses modifications des BAV, QRS large, sinusoïde, vraiment à partir de 7-8, là c'est plutôt réanimation clairement. Il faut vraiment agir très très vite. Si un patient qui est insuffisant rénal, que ce soit aigu ou chronique, ou qui est dialysé d'ailleurs, et bien à ce moment-là, on peut l'orienter vers un service qui dispose de dialyse, ou en néphrologie par exemple. Vous l'aurez compris, ce qu'il vous faut, c'est regarder les antécédents, le bilan biologique, impératif, et bien sûr, vous le connaissez, l'électrocardiogramme. Et voilà, on arrive aux points clés. Alors les points clés, un moyen pour les retenir, évidemment, comme d'habitude, je vous laisse pas sur le carreau. Le premier, le 1, c'est contrôle à H1, à peu près. Si la calémie est haute, il ne faut pas avoir de retard. Donc on ne se dit pas, je contrôle dans 3 heures, tranquille. Si c'est vraiment très augmenté, surveillance continue, rapproché, scopé, on contrôle à H1 pour ne pas avoir de retard. 2, ça va être deux réflexes. Je vous en ai parlé à l'instant, la gazométrie, parce que c'est plus rapide d'avoir les chiffres en 10 minutes que d'attendre le laboratoire. Et le CG, qui est encore plus précoce que la valeur du potassium. 3, c'est pour les 3 signes. Je vous l'ai dit, c'est la dépolarisation qui nous embête. C'est surtout l'onde P, les QRS qui vont être bloqués. L'onde T, c'est bof bof. Mais effectivement, ça apparaît précocement. Donc retenez P, QRS et T précocement. Le CG, il se lit de droite à gauche globalement. C'est un peu comme l'ischémie. 4, ça va être pour les 4 antécédents à aller rechercher. Et pour retenir encore tout ça, ATCD. Donc A, c'est pour l'apoptose cellulaire, je vous l'ai dit, rhabdomyolyse, la chimiothérapie, etc. Le T, c'est pour terminal kidney, j'ai pas trouvé mieux, mais ça marche bien. Le C pour corticisme hypo, et le D, c'est pour les digitales. J'insiste encore sur les digitaliques. Le 5, c'est pour les 5 traitements qui vont être vraiment les plus fréquents, les plus utiles.
Donc le cardioprotecteur, je le mets en numéro un. Les sels. Les sels de calcium ou de magnésium, s'il y a des digital. L'insuline bêta-mimétique. La chélation, avec différents moyens. Et la dialyse. Le 6. En général, il n'y a pas de signe ECG. Il n'y a pas trop de signe ECG. Jusqu'à 6 millimoles par litre. Alors pour les auteurs, pour être plus précis, c'est entre 5,6 et 6,5 pour certains. Il y en a qui disent même jusqu'à 7,6 pour les insuffisants rénales chroniques. Bon, retenez 6 parce que quand même, c'est peu fréquent d'avoir un ECG nickel au-delà de 6 millimoles par litre. Et le 7, c'est qu'il doit y avoir justement des signes ECG au-delà de 7 millimoles par litre. Alors certains vont dire oui, à partir de 8, il doit y avoir des signes. En dessous, il y en a qui décrivent pas de signes, mais retenez 7, puisque quand même, à partir de 7, se passer du gluconate de calcium ou du sulfate de magnésium, c'est un peu osé tout de même. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, de mettre un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de vos ondes P, de vos QRS, et même de la repolarisation avec l'onde T. Bonne journée.